En tant que dev, j'ai souvent, l'impression que le dev peut résoudre tous les problèmes. C'est très certainement le cas pour tous les métiers, mais il semblerait que les devs aient la fâcheuse tendance à considérer que le dev est LA solution, sans parfois admettre que nous sommes nous-mêmes la source du problème. Par exemple, sur les enjeux climatiques, nous pouvons créer plein de systèmes de contrôle et de régulation, et la création de ces mêmes systèmes engendre une pollution. Mais alors, peut-on résoudre les problèmes que l'on crée ? Faut-il poser les claviers ? Et surtout, l'IA sera-t-elle notre sauveuse ? Pour répondre à ces questions de responsabilité, je ne reçois pas Judge Dredd, mais il s'y connaît, en futur. Gilles, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Gilles, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Alors donc je suis Gilles Babinet, je suis un entrepreneur dans le numérique depuis plusieurs décennies. J'ai monté pas mal de startups et puis je suis également, j'ai le titre de Digital Champion, c'est en gros représenter la société civile numérique auprès de la Commission européenne. Je suis coprésident du Conseil national du numérique et auteur, professeur dans différentes écoles. Ok. Du coup, tu as aussi une activité récente où tu as rejoint un comité autour de l'IA. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je suis membre du comité IA créé par la Première ministre pour explorer finalement comment est-ce qu'on peut déchaîner, comme on dit en anglais, le potentiel de l'IA en Europe, en France. Ouais. Et du coup, c'est quoi les objectifs de cette mission, les moyens qui sont mis en œuvre ? Parce que du coup, l'IA, nous, on en parle beaucoup depuis un peu plus d'un an, à peu près un an et demi, où ça a complètement explosé avec OpenAI. C'est quoi les missions que vous avez aujourd'hui sur ce comité ? L'idée, c'est de se dire, finalement, c'est en train de révolutionner tout, et il y a des pays qui vont attraper le train et d'autres pas. Comment est-ce qu'on fait pour être dans le train, et comment est-ce qu'on fait pour y être à notre façon ? Et donc, la mission est assez large. Il y a 5 sous-thématiques, et moi, je suis en charge de la thématique administration publique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on met de l'IA dans l'administration de façon intelligente. Ok. C'est un très vaste sujet. Il y a des rendus qui sont prévus, il y a des objectifs de livrables, on va dire. Ouais, il y a un premier livrable qui est mi-novembre et puis un deuxième qui sera probablement fin janvier. Okay. Voilà, donc il y a pas mal de boulot et en fait ça me prend pas mal de temps, mais c'est aussi pas mal intéressant. Ouais. Et le sujet du coup qu'on avait choisi d'évoquer aujourd'hui, alors il n'est pas uniquement centré sur l'IA, mais c'est de manière un peu plus globale sur on va dire l'éco-conception ou la sobriété numérique, cette notion un petit peu de numérique responsable. Toi, c'est des sujets que tu portes depuis longtemps, depuis le début, que tu as découvert à mesure que les choses se sont aggravées, on va dire ? Non, je ne l'ai pas découvert depuis le début, mais d'abord, on a eu une première vague autour de ce qu'on appelle le Green IT, où je pense qu'il y a un bouquin, c'est celui de Pitron, là, qui a fait beaucoup de bruit sur... d'abord, il a fait la guerre des métaux rares, et puis après, il a fait un bouquin vraiment spécifiquement sur le numérique, et qui met en exergue les externalités, entre guillemets, du numérique. Donc, il y a eu beaucoup de conneries qui ont été dites, il faut le dire, sur ce sujet. Pitron, il y a 2-3 trucs sur lesquels je suis en désaccord, mais depuis, il y a beaucoup de gens qui sont mis dans sa roue, et qui ont dit des trucs qui étaient faux en réalité. Donc on est quelques-uns, vraiment une petite poignée, à essayer de corriger ce qui est faux là-dessus. Ce qui est faux principalement, c'est les usages. Les usages en France ont un impact qui est nul en fait, en réalité. Je préfère le dire comme ça, parce que comme ça crée le débat, et après les gens me disent mais non, c'est pas vrai, tout ça, et on peut assez facilement expliquer que les usages, l'impact est nul. Ce qui n'est pas nul, c'est la fabrication des équipements et le recyclage. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, c'est forcément un peu lié aux usages. C'est-à-dire que si je suis un gros utilisateur du numérique et que j'ai mis des télés connectées partout chez moi, c'est pas bien. Voilà. Si j'ai le même... Par exemple, ça, c'est un smartphone que moi, je m'enorgueillis d'avoir depuis 7 ans. C'est le même smartphone. Je peux en faire autant que je veux. J'ai un impact sur l'environnement qui est nul. Voilà. Et donc...
après, il faut expliquer pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Il y a beaucoup de choses à dire à cet égard, mais voilà. Le deuxième volet qui est l'IT for Green, ça c'est un volet que moi j'ai, je pense, je me suis investi là-dedans depuis 3-4 ans, et objectivement, on n'en parle que depuis un an maintenant là-dessus. C'est un volet qui est absolument passionnant, c'est comment est-ce qu'on utilise la technologie pour finalement restaurer les écosystèmes, décarboner, faire attention aux biotopes, etc. Et donc ça, c'est un truc sur lequel on peut parler assez longtemps parce que ça me passionne vraiment. Ouais. Alors j'ai fait, moi, le Green IT ou de manière générale l'éco-conception ou l'éco-responsabilité, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai évoqués plusieurs fois sur ce podcast. Le premier épisode que j'avais fait, c'était l'épisode 24 ou 26, je crois, de souvenir, sur ce sujet où j'avais reçu Frédéric Bordage, de Green IT. Et j'avais effectivement, c'était, je crois que c'était une des premières fois où j'entendais vraiment de manière chiffrée, concrète, le fait que à l'époque, on descendait en flèche Netflix comme étant un gros pollueur du numérique et compagnie. Et lui expliquait en fait non, en fait ce qui pollue, c'est le fait qu'on utilise le dernier téléphone à la mode et qu'on le rachète tous les ans pour consulter Netflix. Mais c'est pas Netflix en tant que tel le problème, quoi. Écoute, t'as une carte, je sais plus avec qui je discutais de ça, mais tu as une carte qui permet de gérer 60 000 flux de streaming simultanément, et la consommation de la carte en tant que telle, c'est 60 watts. C'est vite vu, quoi. Je veux dire, n'importe qui sait calculer un peu, tu peux rajouter la clim là-dessus, les lettres de transport et tout ça, tu vas pas très loin, quoi. Mais c'est des trucs que les devs comprennent assez vite sur ce sujet. Je dis pas qu'il n'y a pas des usages qui sont pas très intensifs en calcul et donc en hardware, dont l'IA, mais il faut raison garder, il faut savoir de quoi on parle, quoi. Encore que l'IA, quand tu creuses aujourd'hui la consommation de l'IA, en fait, c'est au moment de l'entraînement de ton modèle où tu vas vraiment beaucoup consommer. Un chat GPT aujourd'hui... L'inférence consomme un peu plus que du search, quand même. Ouais. Je pense, c'est un peu au doigt mouillé que je dis ça, mais c'est un rapport de 1 à 10 par rapport au search. Mais par contre, c'est en chute libre, en réalité. Il y a des processeurs qui sont dédiés à l'inférence maintenant, et les gains de performance qu'on a sur ce sujet sont juste incroyables, dans les algos aussi. Et puis tu parles de processeurs. Aujourd'hui, on a des technos aussi avec les technos ARM qui ont vraiment émergé et qui ont pris le dessus. On voit aussi des capacités de consommation des matériels en eux-mêmes qui ont aussi drastiquement chuté. Enfin, on imagine clairement qu'un Google et autres, quand ils ont un data center avec la dizaine de milliers de machines qu'il y a dedans, ils ont tout intérêt, eux, à faire baisser leur facture d'électricité. Il y a juste un intérêt économique, quoi. Ouais. Alors c'est marrant, je discutais avec un des Head of Engineering de Google il n'y a pas très longtemps et qui me disait, même nous, on a de la legacy. On a des data centers qui sont un peu vieux et qu'il faut qu'on mette au goût du jour, etc. Et notre facture énergétique, elle vient beaucoup de ça parce que la loi de Moore étant ce qu'elle est, si on a des trucs en 3-4 ans ou 4-5 ans, ça consomme facilement 2 fois plus que les plus récents des data centers, voire 3 fois plus d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, parce que du coup, ça évoque le fait que pour eux, il y a un investissement à faire pour remplacer ces machines. Il y a un investissement financier à faire d'un coup pour remplacer ces machines, mais qui leur permet de gagner de l'argent plus tard avec une consommation électrique du coup qui techniquement baisse. Alors ça, c'est le grand sujet passionnant. On a ce qu'on appelle dans tous ces grandes infrastructures des gens qui font ce qu'on appelle du FinOps, c'est-à-dire de l'optimisation financière des infrastructures. Puis maintenant, on commence à avoir des gens qui font du Green FinOps. Ouais. C'est-à-dire qu'ils disent, OK, si je change ce type d'équipement, je vais avoir une baisse d'énergie de temps, et puis je vais aussi avoir une baisse de coût de temps, etc. Et qui modélisent ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'il faut changer le moins possible les équipements passifs, et quand même assez fréquemment les équipements actifs. Équipement passif, ça consomme pas plus si on le change ou pas, par définition. Donc on essaie de les garder le plus possible. Dans ces équipements passifs, il peut y avoir des clims, il peut y avoir un certain nombre tous les systèmes d'alimentation qui sont pas passifs, mais qui sont assez statiques, entre guillemets. Par contre, évidemment, tout ce qui suit la loi de Moore, c'est assez vite vu. Et je dirais qu'il y a une dérivée seconde aujourd'hui à la loi de Moore, notamment dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on voit très bien que les gains de performance entre un H100 et un H100, c'est pas la loi de Moore, c'est des facteurs 100. Donc il y a quelque chose d'en plus qui fait que c'est pour ça que moi je
je dirais pas que je m'inquiète pas trop, mais je suis assez optimiste sur le fait que, et c'est la grande erreur du Shift et d'autres acteurs, c'est que eux ils disent en fait les usages ils croissent de telle façon, donc la consommation elle croît linéairement à ces usages. Mais c'est totalement faux. À mon avis c'est la plus grosse erreur méthodologique qu'ils ont faite. Mais alors déjà ce que je trouve intéressant c'est que le FinOps en fait est très proche du GreenOps parce qu'en fait c'est des intérêts qui sont assez communs au final. Pas tout à fait collés mais assez proches. Mais tu vois ce que je voulais dire dans cette similitude du fait qu'il faut qu'ils fassent un investissement pour leur faire une économie plus tard. Pour moi il y avait aussi le côté quand on parle d'IT for Green, moi je peux pas m'empêcher de me dire alors l'IT for Green c'est intéressant mais du coup tu as quand même un coup de départ où tu vas peut-être créer des nouvelles technos, tu vas peut-être créer des trucs qui vont avoir un impact négatif sur les écosystèmes, mais qui vont pouvoir l'offset plus tard en créant quelque chose de... Et tu vois, cette balance, elle est toujours difficile en plus à prévoir, parce qu'on parle quand même de choses qui sont parfois un petit peu sensibles, quoi. Tu as quand même un point, à mon avis, qui est vraiment à la charge du numérique, c'est les usages idiots, entre guillemets. C'est-à-dire le fait que... Tu stockes les gamins pendant 3 heures sur TikTok et tout ça. Et c'est intéressant parce que je pense qu'une façon de différencier les bons usages des mauvais usages, c'est les usages addictifs en réalité. Et donc, tu as beaucoup d'infrastructures qui est dédiée à des usages addictifs. Et ça, c'est problématique, me semble-t-il. Donc, parmi les externalités du numérique, il y a les externalités environnementales, mais il y a aussi les externalités cognitives. Et l'une et l'autre sont assez proches. Oui, parce que du coup, c'est-à-dire qu'on consomme des ressources. En plus, on pollue pour nuire aux gens. Au final. Exactement. Et tu vois, ça serait vachement intéressant d'essayer de calculer quelle est la part des infrastructures qui est dédiée finalement à de la captation cognitive. Moi, je pense que c'est énorme. Oui, quand on voit, il y a eu un reportage sur Netflix il y a 2 ans sur Instagram et compagnie. Ouais, c'était un peu plus qu'il y a 2 ans. Il y a... Zut, j'ai oublié le nom, c'est Tristan Harris qui a fait ça. On parle du même truc, c'est extraordinaire. Voilà, il a tout à fait raison. C'est un point majeur. D'ailleurs, je vais te dire, moi j'ai écrit un bouquin là qui va sortir en février sur cette histoire de machine learning et d'environnement. Et je parle beaucoup de la captation cognitive parce que tu peux pas le dissocier en réalité. Et est-ce que du coup parce que alors attends, il y a un truc que j'ai envie de raconter aussi. Je sais pas si tu avais entendu parler il y a je crois qu'il y a 1 an ou 2, j'avais vu passer ça. Il y avait des gens qui théorisaient que l'algorithme de TikTok en Chine n'était pas le même que l'algorithme dans le reste du monde et qu'en fait, il y avait en Chine, auprès de la jeunesse chinoise, une mise en avant de contenu sur le fait que c'est bien d'être fort en sciences, c'est bien de bien bosser à l'école, sur l'ingénierie et compagnie, mais que pour le reste du monde, on montrait aux jeunes des choses sur danser ensemble, faites des challenges, des machins et compagnie. Le but étant de créer un décalage alors, on ne pourra jamais savoir si c'est vrai ou pas, parce que déjà, moi, j'ai aucun moyen c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. En fait, il y a 3 algos. Il y a l'américain, le reste du monde et la Chine. La Chine, effectivement, est très nudgée par le pouvoir politique. Donc, ils poussent les gamins à faire des sciences. Mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'en Chine, c'est 1 heure de réseaux sociaux par jour en semaine et 2 heures le week-end. Et donc, ils ont une approche de, entre guillemets, la monétisation qui n'est pas la même. Ils essayent d'être beaucoup plus concentrés, beaucoup plus qualitatifs, alors que quand vous avez illimité dans les usages, vous avez tendance à un peu plus délayer les bons contenus, ce genre de choses. C'est assez différent en réalité. Et ils ont effectivement ces contraintes politiques qui sont très très fortes. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent, c'est qu'ils essayent de ne pas se mettre le régulateur sur le dos, qui les a vraiment dans le rétroviseur. Et donc, pour le coup, ils essayent d'être hyper neutres dans la façon dont ils présentent les contenus. Il y a un truc qui est vachement intéressant qui s'est passé en Russie, c'est quand la guerre en Ukraine a été déclenchée, le kaki a été retiré totalement de TikTok. Ça, c'est assez facile parce qu'on voit très bien en termes de prompt, entre guillemets, de machine learning, comment on peut dégager ça. Ils se sont dit, waouh, on ne sait pas très bien comment on traite ce truc, on retire tout ce qui ressemble à un truc militaire. Qu'est-ce qui symbolise le mieux ça? C'est le kaki. Donc, ils ont dégagé tout le kaki et ils l'ont fait en l'espace de quelques heures, quoi. Donc, dans le monde entier ou uniquement dans cette région? Non, ils l'ont fait uniquement en Chine. Ce qui montre d'ailleurs, à mon avis, leur capacité d'influence du modèle, de nudging du modèle, qui est à mon avis hyper problématique. Hein. C'est vraiment...
Si les gars sont capables de faire ça, c'est-à-dire que si ça se tend avec la Chine, ils sont capables d'influencer toute la jeunesse, et plus d'ailleurs. Donc pour moi, c'est une plateforme qu'il faut vraiment mettre sous observation. Ouais. Oui, parce que ce qui est particulier en fait quand tu commences à creuser ces sujets-là, c'est-à-dire que d'un côté, on a envie de dire, c'est top de se dire qu'on peut réussir à inciter une jeunesse à se tourner vers la science, vers les STEM, tu vois, et du coup de faire avancer un pays. Et en même temps, c'est ouf de dire que tu as une application qui choisit de favoriser du coup sa population à elle et qui va essayer de mettre en place des algorithmes qui vont défavoriser la jeunesse des autres pays pour créer un écart. Donc il y a une espèce de... Ouais, non, c'est sûr. Si tu veux, le propre des démocraties, c'est de dire ce qu'elles font. Et donc moi, j'ai pas de problème à ce qu'on influence les gamins pour les pousser à faire des sciences et tout ça, mais je pense que c'est important que ce soit explicite. Parce que sinon, tu sors du principe d'équité qui est propre à la démocratie. Et donc tu dis aux gens que sur cette plateforme, on va vous pousser des STEM pour que vous en fassiez, quoi. Tu vois, il n'y a pas de problème, je veux dire, mais c'est juste être explicite sur ce sujet. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est une difficulté de ce monde de la techno, c'est qu'en fait on peut faire énormément de choses, qu'on n'est jamais à l'abri d'un usage détourné, négatif des choses. Tu vois, je pense que c'est un peu le biais, c'est que tu regardes le reportage dont on parlait là, sur effectivement les algorithmes d'Instagram, Facebook et compagnie. Je pense que les ingénieurs et les ingénieuses qui bossent dessus, ils adorent leur métier en fait. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant de réussir à cruncher de la data et d'avoir un impact et compagnie. Mais l'usage qui en est fait, et alors on peut discuter après de est-ce qu'ils le font consciemment, est-ce que c'est... Mais enfin tu vois, je trouve que c'est cette difficulté en fait de gérer la beauté de notre métier avec l'usage qui en est fait derrière, qui n'est pas toujours noble, on va dire. Alors oui, mais moi je dirais que dans certains cas, tu te retrouves à vraiment passer la limite. C'est-à-dire que moi j'ai souvent des copains qui ont travaillé dans un GAFA et qui m'ont dit ouais, je travaille sur l'algo publicitaire et tout ça, et tu frises tout le temps le dark pattern. Tu vois, et notamment sur des trucs comme, je sais pas, tu prends par exemple tout ce qui est le contenu streamé, YouTube et tout ça, c'est vraiment facile de créer des dark patterns là-dedans, tu vois, où tu vas repérer ce que les gens font, tu vas leur foutre des pubs sur lesquelles ils vont être quasiment obligés de cliquer pour pouvoir continuer à faire le truc. Et plus t'es plateformisé, plus t'as une hégémonie, plus t'es vachement tenté de faire ça, parce que les gens peuvent plus aller ailleurs, quoi. Ouais. Les dark patterns, c'est un truc moi, que j'ai découvert récemment. Enfin récemment non, c'était presque 10 ans, mais j'avais rejoint une boîte il y a quelques années qui avait les dark patterns, qui en avait un notamment, c'était que quand tu voulais te désabonner du service, la charte graphique changeait en fait. C'est-à-dire que le bouton de confirmation devenait de la même couleur que les boutons d'annulation sur le reste du site, et inversement, et du coup en fait voilà. T'en as plein, c'est vraiment... Heureusement, je pense que des gens comme Tristan Harris... Donc là, je viens de regarder, en anglais, c'est The Social Dilemma. Je sais pas comment ça se traduit en français. On nous a dit dans le chat, le reportage, c'est derrière nos écrans de fumée. Ah oui, derrière nos écrans de fumée, exactement. Voilà. Et ouais, super. Donc il faut inviter les gens à le voir. Mais effectivement, je pense qu'il a mis en avant cette notion de dark pattern que lui, il a vu quand il travaillait chez Google. Et donc les grandes plateformes, elles évitent un peu de faire ça. Je trouve qu'elles le font moins que des plus petits acteurs en général, mais il faut vraiment les dénoncer. Il faut vraiment boycotter les acteurs qui mettent en avant des pratiques de dark pattern. Alors des dark patterns comme ça, ouais, effectivement, tu changes des boutons, tu rends des chemins compliqués, ça oui, je pense qu'ils les font moins. En revanche, on voit qu'ils ont quand même un usage de la data qu'ils ont de manière à accrocher les gens, à viraliser les gens. On parle aussi de shadow banning, ce genre de choses où tu as des créateurs de contenu qui peuvent disparaître du jour au lendemain parce qu'ils ont eu un truc qui n'a pas plu. C'est l'objet du DSA, entre autres, et du DMA, c'est d'essayer d'avoir une équité par rapport à ce genre d'acteurs. Moi, je pense que ça reste assez limité. D'ailleurs, quand on voit dans le RGPD, on a un article qui n'a jamais été mis en œuvre, qui est l'article 15, la portabilité des données. En gros, la portabilité des données, c'est t'écris un mail à Facebook en leur disant « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer vos données ?» 15 jours plus tard, tu reçois un espèce de paquet infâme, un zip où tu as toutes tes données qui, si t'es pas dev, tu sais pas les exploiter. En réalité, ça devrait être un truc qui devrait être en live, streamé, tu vois, qui te permettrait de t'intégrer à d'autres plateformes et tout ça. Sauf que, si tu veux, c'est à mon avis une très très grosse faiblesse des régulateurs, c'est que le régulateur, c'est un juriste et c'est pas un dev.
et que moi j'adorerais que ce soit un dev, tu vois, qui ferait un Git et qui dirait voilà comment ça doit être fait, quoi. Et surtout, pour moi, il y a une grosse faille dans cette régulation de RGPD, c'est que tu as un droit de consultation, de modification et de suppression de tes données sur n'importe quelle plateforme. Ouais. Très bonne approche, sauf que quand tu creuses en fait ce qui se passe sur un Facebook, X ou ce genre de choses, c'est que il te donne accès en modification, en suppression ou en consultation à tes données, c'est-à-dire les données que tu vas créer et mettre sur le site. Mais toutes les métadatas, toutes les données qu'eux, ils vont agréger sur toi en détectant ton comportement, ce que tu fais, ce que tu consultes, ce que tu as liké, ce que tu n'as pas liké et compagnie, ça, d'après RGPD, c'est pas considéré comme des données sur lesquelles tu as un droit de modification et de suppression. Donc ça veut dire que tu peux demander à Facebook de supprimer tout ce que tu as créé, mais les informations qu'ils ont collectées sur toi, ça en revanche, ils le gardent. Je sais plus s'il n'y a pas de la jurisprudence sur les métadatas, mais moi je me souviens de ce débat, effectivement. Moi j'aurais une interprétation hyper large de ce qu'on peut appeler les données personnelles, incluant les métadatas. C'est-à-dire que ton social graph, c'est clairement des métadatas pour moi. C'est tes datas personnelles aussi, et ça devrait pouvoir être exploité par des tiers. Mais en fait, la réalité, à mon avis, c'est l'énorme faiblesse aujourd'hui de la régulation, c'est qu'il faut qu'il y ait des devs dans la régulation. Et donc, il faudrait qu'il y ait un mouvement un jour qui aboutisse peut-être à ce que, je sais pas, il y a un parti pirate un peu fort qui commence à apparaître en transversal au niveau européen, et puis qui commence à introduire cette notion de code réellement dans la loi. Normalement, il devrait y avoir un repository qui accompagne le RGPD, le DSA, le DMA, demain le AI Act, etc. Et ça donnerait toute la puissance à la Commission, à l'Union européenne, si on avait ce genre de choses, mais on en est loin. Ouais, clairement. Oui, on se souvient des vidéos de TikTok face à une commission américaine, où il y avait des questions d'un niveau technique qui était aberrant sur le Wi-Fi. Les auditions du Congrès. Les auditions du Congrès, c'était déplorable, en fait, de voir que les gens qui pourtant prennent une décision qui concerne les gens, qui avaient une méconnaissance totale du sujet, en fait. Ouais, mais c'est aussi à nous, entre guillemets, il faut qu'on fasse de la politique, quoi. C'est vraiment... Et ça fait chier parce que, excuse-moi de ce terme un peu dur, mais parce que on trouve que c'est un peu ringard, quoi. Et pourtant, c'est là que ça se passe. Et je trouve qu'il y a un vrai sujet d'arriver à moderniser la politique pour que la communauté des devs se dise « Ok, ça nous concerne, quoi ». Pour revenir un petit peu au sujet de responsabilité, il y a une question dans le chat qui est, et ça montre bien notre biais de dev. Tu vois, je parlais tout à l'heure de le fait qu'on parfois en tant que dev, on prend plaisir à travailler sur des sujets techniques, et c'est l'usage qui est en effet derrière qui est négatif. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demande, est-ce qu'on peut faire du numérique responsable au niveau cognitif et que ça plaise au marketing? Tu vois, cette impression que nous on fait quelque chose de neutre en tant que dev, mais que c'est le marketing derrière qui va en faire un usage détourné ou qui ne sera pas satisfait de ce qu'on a fait de responsable. Ouais, tu as ça tout le temps. Effectivement, je veux dire, tu es souvent, quand tu es un dev, tu es souvent sur les épaules des géants, mais tu as souvent un marketeur qui est sur tes propres épaules. Et effectivement, tu fais un truc, tu le trouves super bien, et tu te dis, ouais, c'est hyper efficace. Et en fait, tu t'aperçois que demain, c'est réutilisé pour extraire de la valeur des usagers, etc. Après, si tu veux, moi, je pense que c'est un enjeu d'éthique de l'entreprise, au sens large, et où il doit y avoir une grande transparence dans les entreprises qui font notamment des grandes applications B2C, entre autres choses, sur la façon dont les pratiques sont mises en œuvre. Je vais dire un truc qui est un peu candide, mais je pense que les grandes plateformes, comme elles sont un peu prises en étau entre la régulation, des gens comme Tristan Harris et d'autres qui quand même mettent en exergue ce qu'elles font de pas bien, elles ont tendance à faire un peu plus gaffe parce qu'elles savent que si elles déconnent, elles vont se faire rattraper par la patrouille, par la régulation d'une certaine façon. Moi, les conversations que j'ai avec mes copains qui travaillent dans ces entreprises, et je ne vais pas être spécifique sur une entreprise ou une autre, me disent... les trucs un peu crado qu'on faisait auparavant, on s'est un peu calmé là-dessus. Donc ça, je le vois encore, mais maintenant, la puissance du dev est telle, notamment avec l'arrivée de tout ce qui est génératif, qu'on est capable de faire des trucs hyper puissants dans des petites entreprises. Donc, cette notion de charte collective, d'éthique collective,
elle devient super importante. Ouais. Oui, mais en même temps, tu vois, on a aussi une complexité de notre métier. C'est-à-dire que nous, on voit bien en tant que dev, on a un métier qui peut paraître abstrait, voire même abscon pour le reste du monde qui voit notre métier de manière très obscure. La complexité des systèmes qu'on a aujourd'hui est telle, en fait, que pour la majorité des gens... C'est-à-dire que tu demandes à la majorité des gens comment fonctionne un téléphone, enfin, pour eux, c'est une boîte noire, c'est de la sorcellerie, il n'y a rien de compréhensible. Je pense que pour tout le monde, c'est à peu près une boîte noire. Et en fait, et tu vois, on voit des papiers qui sortent de grands groupes, Meta, Google et autres, que les journalistes détournent en disant il y a 2 IA qui ont créé un langage pour communiquer entre elles, elles vont nous remplacer. Ça me rend fou. Et en fait, c'est juste, voilà, c'est qu'il y a une incompréhension du truc, mais du coup, ça me rend dingue. Tu vois, je sais plus, je crois que c'était encore une audition du Congrès américain où il y avait, je crois que c'était Mark Zuckerberg qui expliquait que on ne comprend pas comment une IA fonctionne. C'est-à-dire qu'on entraîne une IA, mais on ne comprend pas ces modèles cognitifs. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, parce que je pense que c'est comme si tu te mettais au cœur d'un modèle d'IA, et puis que tu mettais une sonde, tu verrais absolument rien. Tu verrais de la data, tu comprendrais pas ce qui se passe. Et tu pourrais dire, waouh, elle a un langage secret que je comprends pas. Bah, quand 2 IA communiquent, c'est passer par un langage lexical, ça n'a pas de sens. Tu vois, tu fais des fingerprints, des patterns et des choses comme ça, et c'est beaucoup plus rapide de faire ce genre de choses. Après, aller dire que c'est un langage secret pour éviter que les humains comprennent, c'est vraiment se foutre du monde, quoi. Tu vois, mais je pense que ce que tu dis est vachement intéressant parce que ça montre qu'il y a toujours la nécessité que les gens qui viennent du code essayent d'être pédagogiques. Et quand je te disais tout à l'heure qu'il faudrait qu'on ait un parti pirate ou quelque chose qui s'exprime, ça répond exactement à ça. C'est-à-dire, le monde devient technologique, il faut que tu aies des gens qui le décodent pour le commun des mortels, parce que tout le monde ne va pas être codeur sur ce genre de choses. Et je te dirais que dans l'autre sens, tu prends l'algo de, par exemple, OpenFisca, qui est le calculateur de fiscalité français, ou Parcoursup, mais je veux dire, ça tient en 10 lignes. Hein. C'est des trucs, je vais te dire, j'ai pas été voir, mais on m'a dit que Parcoursup, c'était vraiment le truc le plus basique du basique, c'est vraiment quelques règles très très basiques, et que ça démystifie le truc totalement, tu vois, sur ce truc, tu as quelques poids, quelques valeurs de pondération, et puis c'est réglé, quoi. OpenFisca, c'est un peu plus compliqué parce que tu as plein de niches fiscales partout, donc il faut les prévoir dans le modèle. Mais encore une fois, je trouverais remarquable que moi, j'aurais beaucoup espéré que, tu vois, tu aies une petite... un certain nombre de codeurs qui s'emparent de ce truc, qui fassent des apps là-dessus, qui t'aident à comment optimiser tes déclarations d'impôts, j'en sais rien, et qui participent à créer de la transparence, tu vois. C'était ce mouvement d'open data qui avait une 15aine d'années, où on parlait d'open journalisme, de data journalisme, de ce genre de choses. Ça n'a pas vraiment percolé, je trouve. Mais un des trucs, moi, qui m'obsède, c'est créer ce lien entre le monde de la technologie et Madame Michu, entre guillemets. C'est hyper important. Ou Monsieur Michu. Monsieur Michu également. Ou Monsieur Queer Michu, ou je sais pas qui tu veux, tu vois. Donc voilà, et on n'arrivera pas à faire une société soudée si on n'arrive pas à faire ça, parce que la technologie est partout maintenant. Ouais. Et puis effectivement, il y a une... Tu vois, on a aussi un truc qui revient souvent. Moi, tu vois, je faisais une formation sur l'IA il n'y a pas très longtemps auprès d'un client. Et vient un moment la question de nos téléphones nous écoutent tout le temps. Et je leur explique en fait que c'est pas possible techniquement. Enfin, c'est un volume d'informations qui est tellement colossal, qui transite tout le temps, enfin qui serait, et puis il y aurait tellement de redondance de machin que et ça n'a pas l'intérêt en fait d'écouter ce que les gens disent. Et qu'on voit bien qu'il y a plein de cas où en fait quand tu veux parler à ton assistant, en fait il comprend pas ce que tu dis, compagnie. En fait que techniquement ça apporte rien en fait d'écouter les gens. Mais les gens ils me disent non mais moi je sais, je l'ai vu un jour, j'ai parlé à ma tante de mon camping et bizarrement le lendemain j'ai eu une pub pour un sac à dos. Non en fait c'est juste que il y a une pub sur les 20 000 que tu vois par jour qui est bonne, mais au-delà de ça c'est un pur hasard, quoi. Alors tu vois, moi je vais te dire, moi il y a un truc qui me... D'ailleurs, je pense que je suis un peu trop excessif là-dessus, qui me rend dingue, c'est le complotisme. Et c'est vrai qu'assez souvent, je suis plutôt tellement anti-complotiste que je fais partie de ceux qui se font un peu avoir dans l'autre sens. Je me souviens d'une conversation que j'avais avec un gars qui s'appelle Fabrice Epelboin, où je me moquais un peu de lui il y a une 15aine d'années. Je lui disais, mais non, on nous espionne pas. Et puis, entre-temps, il y a eu Snowden et tout ça. Et c'était plus moi qui étais dans le camp des super candides et lui qui avait plutôt raison. Mais de l'autre côté, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour des raisons strictement
un peu de loi de Moore, on n'est pas encore capable d'avoir un micro ouvert tout le temps sur ton téléphone et qui marche tout le temps parce que ta batterie, elle descendrait très vite là-dessus. Et puis, on le verrait dans le rayonnement, dans plein de trucs, on serait capable de le voir dans le simple fait qu'il est chaud ou froid, tout simplement. Voilà. Maintenant, je pense qu'on y va tout droit. C'est-à-dire, je pense que pour des questions, ce qu'on appelle les AI companions, tu vois, c'est-à-dire, on va accepter ça parce que ça va être génial en réalité, tu vois. C'est-à-dire que le truc va m'écouter tout le temps et puis il va dire « Ah ouais, mais tu l'as dit déjà dans une conversation il y a 5 ans, et puis ce sujet, je sais pas, t'es en train de te dire j'aimerais bien partir en vacances dans un endroit super calme, et puis en même temps, ou je sais pas quoi, et ça va dire tu t'as été dans tel endroit et t'as vachement aimé, et ça va le faire littéralement, et la loi de Moore va le permettre, la data va le permettre, les IA vont le permettre, etc. Et c'est une servitude volontaire qu'on va accepter là-dessus. Il y aura des garde-fous à mettre en place, on pourra refuser de le faire. C'est un peu comme le positioning GPS, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, on disait, si j'avais dit ici, on a été plusieurs autour de la table, est-ce que vous accepteriez d'être localisé en permanence par votre téléphone ? Je veux dire, les gens vont dire « Ah non, surtout pas, je veux pas ». Et d'ailleurs, la CNIL avait édicté une réglementation qui disait « Il faut que tu opt-in à chaque fois pour être localisé sur ce truc-là ». Donc c'était obligatoire. À chaque fois que tu disais « J'accepte », un peu comme les cookies, d'être localisé en permanence. Puis tu as Apple qui est arrivé en disant « Tu règles app par app, opt-in, opt-out », tu vois, ta géolocalisation. Et en fait, c'est tellement pratique d'être localisé qu'on accepte tout le temps d'être localisé, tu vois. On ne dit pas à chaque fois « Je réaccepte d'être localisé ». Tu vas sur Citymapper, et puis tu as ça qui marche super bien. Voilà, donc il faut comprendre ces sujets-là, comprendre que, en fait, le plus souvent, on accepte des servitudes volontaires, et que la notion de les grandes plateformes ne cherchent pas avant tout à nous martyriser, même s'il faut les tenir sous contrôle et dans une laisse courte en général. Oui, mais justement, cette laisse courte que tu évoques, la techno, elle va très vite, le régulateur va beaucoup moins vite. Et on voit en plus le niveau de compréhension qu'il a des sujets qui n'est pas toujours optimal. Tu as un risque en fait que des choses se mettent en place et s'enracinent avant que le régulateur ait le temps de dire c'est fini. Mais en réalité, à mon avis, tu as un niveau intermédiaire qui existe déjà, qui est celui du monde du code. Les dark patterns, c'est pas dans la loi, tu vois, mais c'est parce que tu as un certain nombre de gens qui les ont dénoncés et qu'on dit ça c'est vraiment crado de faire comme ça, et notamment la communauté du code, je pense qu'il a vu ce genre de choses, et tu te fais tellement bâcher quand tu fais ça que tu le fais plus. Mais ce mouvement-là, il faut qu'il se démultiplie, qu'il devienne une vraie force politique, et je pense qu'on est obligé d'y passer en réalité. Et le régulateur lui-même, il va devoir se muscler sur ce sujet. Ouais. Donc tu considères que nous, en tant que dev, on a notre responsabilité à jouer dans ce mouvement-là? Moi, je pense que les devs vont de facto devenir une force politique. Ça peut sembler un peu bizarre de dire ça, mais je ne vois pas comment il peut en être autrement. C'est-à-dire que soit le politique devient dev, soit on va avoir des usages abusifs absolument partout. Je vois pas, si tu veux, c'est tellement facile de mettre des biais dans du code, dans des modèles, par exemple des pré-prompts. Tu vois, t'as un gars qui a révélé les pré-prompts de OpenAI. Et un des trucs qui ressort, c'est que le Dalai Lama est une force spirituelle. C'est pas une force politique. Tu vois, et je vais te dire, l'incidence, elle est vachement forte de ça. Qui a demandé à OpenAI de mettre ça? Tu vois, ils se sont dit, il faut pas qu'on se brouille avec la Chine, et avec tous les gens qui ont une sensibilité pro-chinoise, etc. Donc on va mettre ça dedans. Ben moi, je pense que c'est hautement problématique que j'ai ce genre de truc. Tu vois, on devrait en discuter collectivement et leur dire, ok, vous avez le droit de faire ça ou pas, quoi. Tu vois, c'est des trucs sur lesquels il faut qu'on soit hyper agressif, et tu vas en avoir partout. Ouais. Et du coup, est-ce que les jeunes générations qui ont... on voit les nouvelles générations qui sont sur le marché du travail aujourd'hui ont une recherche de l'éthique, d'avoir un travail qui a du sens. Est-ce que tu penses que du coup, c'est aussi dans cette mouvance-là, c'est du coup des gens qui vont de manière beaucoup plus... s'impliquer dans le but, enfin l'objectif de ce que je produis, à quoi ça sert et comment il est utilisé, et je ne veux travailler que dans des environnements qui sont aptes à ça. Oui, je pense vraiment ça. D'ailleurs, je pense que la notion de travail, à mon avis, elle est à moyen terme plus ou moins condamnée. Quand tu observes ce mouvement du job quitting aux États-Unis, qui a une double source. Première source, c'est les gens disent
les travails, les bullshit jobs, j'en veux plus. Et puis la deuxième source, c'est de dire, en fait, c'est très facile, j'ai plus qu'à traverser la rue pour trouver du boulot avec un chômage qui est historiquement bas. Tu vois, tout le monde, tu peux te retrouver un job quand tu veux. Alors quand t'es dev, je te raconte même pas là-dessus. Et donc, t'es plus en recherche d'un travail, t'es en recherche d'une mission, en réalité. C'est-à-dire un truc qui a du sens, dans lequel tu te sens bien, et qui est un peu plus large que ça. Et puis par ailleurs, il y a quand même une très forte évolution de l'obligation de moyens vers l'obligation de résultats. Les codeurs connaissent ça beaucoup plus, tu vois. On te file un job, et puis on te dit, ok, tu fais ça, et puis tu te débrouilles, et tu le fais comme tu veux. Ça, c'est de plus en plus visible. Cette évolution, elle est très massive. Et je pense qu'on aura du mal, même si les syndicats ont une vraie inquiétude là-dessus, parce que le problème, c'est que ça laisse sur le côté ceux qui sont moins productifs, d'une certaine façon. Je pense qu'on aura du mal à s'opposer à cette mesure, parce que la data est partout, et donc la capacité de mesure est absolument partout. Et donc je sais que ça inquiète, parce que c'est une société de contrôle, mais c'est quand même quelque chose qui est quasiment encrypté dans le code, et on sait que le code est très puissant sur ce sujet. A contrario, on a aussi la capacité, vis-à-vis des plateformes, quelles qu'elles soient, que ce soit des petites et des grandes plateformes, d'avoir une exigence plus forte. Et moi, je pense que tout est en train de se plateformiser. C'est-à-dire qu'à la limite, mon boulanger, il va se plateformiser 2 ans. Alors, c'est un peu far-fetched, je vais un peu loin là-dedans quand je dis ça, mais à certains égards, beaucoup d'employeurs vont être des agrégats de plateformes, et à cet égard, ils vont avoir une responsabilité qui va s'exprimer au travers de la data. Ok. Et du coup, ce mouvement du coup, de changement du travail, c'est pour rejoindre aussi un commentaire qu'on a eu sur le chat. Est-ce que tu penses qu'on va avoir de plus en plus de militantisme dans le monde du dev, qu'on va avoir de plus en plus de devs engagés, et que du coup, les dark patterns vont disparaître naturellement, entre guillemets, parce qu'on aura de moins en moins de devs qui seront prêts qui seront volontaires pour le faire? Je pense que je dirais pas forcément ça. Je pense que ça va être une course aux armements. C'est-à-dire que, notamment avec le génératif, on va avoir des trucs pas propres qui vont apparaître en grande quantité, mais en face, on va avoir des white hats, entre guillemets, qui vont se mettre face à ça. Et c'est le cas depuis très longtemps. C'est-à-dire que Yann Lequin fait observer que, je crois maintenant, 98 ou 99% des contenus problématiques sont ôtés automatiquement par des algos sur Facebook, et que la modération finalement intervient sur un tout petit nombre. Et alors, ça a entre autres comme vertu, c'est que les trucs les plus crado, qui sont très faciles à... On dit pas est-ce que ça c'est crado, est-ce que c'est pas crado, et tout ça, ça le dégage. Il y a que les trucs un peu polémiques, type l'origine du monde ou des choses comme ça, qui sont présentés à des modérateurs humains, et donc on les traumatise moins. Ça, c'est l'une des vertus du truc à cet égard. Mais ça, on va l'avoir dans tous les domaines là-dessus. Et je pense que, encore une fois, je ne vois pas comment les codeurs ne vont pas devenir plus une force politique. Et puis, il y a un autre aspect qui est important, c'est que demain, la population des codeurs, elle va exploser. Pour une raison simple, c'est que ce que tu évoquais tout à l'heure, enfin ce qu'on évoquait hors micro tout à l'heure, c'est le no-code. C'est que si tu veux, je vais être capable de dire... à un système génératif, fais-moi un site web transactionnel avec un caddie qui a cette gueule-là, etc. Tu vois. Et donc, alors ça inquiète un peu la communauté des codeurs. Moi, je pense qu'il y a tellement de place qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir à cet égard. Mais ça veut dire que ça va devenir quasiment une force citoyenne à la fin, le nombre de gens qui vont générer des choses à base de code. Donc, la responsabilité collective qu'on va devoir avoir à cet égard, elle va devenir hyper forte. Et je pense que c'est comme ça qu'on va politiser, entre guillemets, le monde du code. C'est qu'on va être tellement nombreux à faire ça que finalement, on va avoir une responsabilité collective qui sera évidente. Alors, ça m'amène à une question en plusieurs parties. Je vais voir comment j'arrive à la structurer. Déjà, dans un premier temps, du coup, il y a ce qu'on voit maintenant dans l'éducation nationale, c'est qu'il y a des cours de code de plus en plus tôt. Les jeunes apprennent maintenant à coder. Est-ce que pour toi, c'est suffisant ou est-ce que c'est nécessaire ? Et en fait, dans cette optique aussi de tout le monde qui peut coder, si on fait un parallèle, on peut se dire qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être un peu moins de 100 ans, tout le monde était capable de construire une voiture. Mais si tout le monde construit sa voiture et va sur la route, ça devient hyper dangereux en fait, parce que tout le monde n'est pas capable de construire une voiture qui soit suffisamment sécurisée pour
pour toute la communauté en fait qui vit autour de la voiture qui circule. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir vraiment demain tout le monde qui code? Est-ce qu'il n'y aura pas du coup, je sais pas, une espèce de réglementation à mettre en place pour que il n'y ait pas trop de code dégueulasse ou de mauvaises pratiques qui peuvent pénaliser tout le monde? Tu sais, quand tu vois la culture du code qui existait il y a 40 ans, où en fait, d'abord, le code c'était beaucoup plus de l'assembleur, et puis on parlait de code parfait, tu vois, c'est-à-dire, je me souviens plus comment s'appelle ce type qui donne des cours au Collège de France, qui décrit cette culture du code. Aujourd'hui, un full stack, c'est quand même, excuse-moi, hein, c'est un mec qui connaît un peu bien un peu tout, mais pas très bien tout, qui utilise des codes qui sont massivement interprétés. C'est assez crado en réalité, tu vois. Si tu regardes là-dessus, c'est le contraire de cette culture du code d'il y a 40 ans. Donc on y est déjà. Et ça va être de pire en pire à bien des égards, puisque tu vas prendre du no-code, tu vas mettre une espèce d'API un peu crado entre des plateformes qui vont utiliser des grosses quantités d'énergie pour faire des trucs assez simples en réalité, mais comme tu sais pas bien coder, enfin comme plein de gens savent pas bien coder, c'est comme ça que ça va se passer quoi, sur ce truc-là. Heureusement, la loi de Moore, l'efficacité naturelle qui existe dans ces systèmes va faire que ça va s'améliorer, mais on va en venir là. Un truc qui, je crois, est en train d'arriver, c'est assez surprenant parce que il faut bien que les gens comprennent que moi, à la base, j'ai quand même été extrêmement critique à l'égard des GAFAM, c'est qu'en fait, les GAFAM sont en train de devenir des infrastructures publiques. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire du mal, tu es quasiment obligé de les utiliser. Si tu veux, par exemple, désinformer les gens, donc tu fais une super vidéo, où tu vois, je sais pas, Poutine qui t'explique c'est le plus grand des démocrates, par exemple, si tu veux que ce truc se diffuse, à un moment, tu es obligé de passer par une métaplateforme sur ce truc-là. Et donc, c'est là où c'est des gatekeepers, en réalité. Et le DMA, qui est la grande réglementation européenne, le DSA d'ailleurs aussi sur ces acteurs-là, va permettre, entre guillemets, de leur imposer d'avoir un rôle de public utility, de plateforme publique, entre guillemets. Et donc, j'ai un peu évolué, moi, au début, j'étais de ceux qui disaient, faut les démanteler, faut les réduire en petits morceaux et tout ça. Je pense plus ça, je pense qu'il faut les garder à peu près comme ils sont, mais qu'il faut leur mettre des contraintes réglementaires, un peu comme on fait avec un opérateur de télécom, qui sont extrêmement fortes, parce que à l'aune de l'émergence de cette IA générative hyper massive là-dessus, en fait, on a des gatekeepers qui nous permettent d'éviter que des trucs vraiment crado se répandent hyper vite. Ouais. Même des télégrammes, des Durov et tout ça, sont en train de rentrer là-dedans, parce qu'ils se rendent compte qu'avec ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe actuellement en Israël, ils ont une responsabilité, entre guillemets, collective très forte à gérer. Moi, depuis longtemps, sur les GAFAM, je partage un avis dans ce podcast et auprès de différentes personnes que je rencontre. À chaque fois, on me dit que c'est pas techniquement possible de le faire, mais je trouve que... Je suis d'accord avec toi sur cette notion d'utilité publique des GAFAM, qui sont nécessaires, mais je trouve qu'aujourd'hui, avec le reach qu'ils ont, parce que je crois que Meta, c'est quasiment 2/3 des internautes qui s'y connectent au moins une fois par mois. C'est-à-dire c'est plus de la moitié du monde, c'est colossal. C'est des gouvernements en réalité. Et je trouve que ça n'a aucun sens que ces entreprises aujourd'hui soient régies par les lois d'un pays. Pour moi, ça devrait être des entreprises qui sont sous une égide mondiale, et pas l'ONU, tu vois, mais un truc... pour moi, il y a un statut à créer de dire, en fait, vu ce que tu fais aujourd'hui et qui impacte le monde entier, il faut que ce soit le monde entier qui décide comment tu fonctionnes. Tu as tout à fait raison, mais le RGPD a une notion d'extraterritorialité assez forte. C'est-à-dire que quand tu dis à Facebook, OK, maintenant vous devez être compatible avec le RGPD... Sous réserve que tu sois présent en Europe. C'est-à-dire qu'ils ont menacé pendant un moment de dire, OK, très bien, on sort d'Europe. T'es pas à l'abri demain d'avoir un TikTok qui dit, du coup, on va plus en Europe. Mais moi, il n'y a pas de problème. Tu vois, mais en fait, si tu veux, quand tu es citoyen européen et que tu es aux États-Unis, tu es protégé par le RGPD. Hein. Il faut être conscient de ça. Et eux se disent, dans ce cas-là, on va l'appliquer au monde entier. Pas tout, mais un certain nombre de choses, de mesures, parce que c'est plus simple pour nous. On a une expérience qui est unifiée en général. Et il faut bien comprendre que, en tout cas, en ce qui concerne les démocraties, parce qu'on a vu le cas de TikTok qui est un cas un peu particulier, mais je pense que le monde occidental va vers un RGPD dans son ensemble. Les États-Unis
pour différentes raisons, parce que le Congrès n'est pas capable de s'unir là-dessus, ne sont pas capables de faire un RGPD. L'INACAN de la FTC, par contre, elle est en train de faire à peu près l'équivalent en faisant un procès à Google et à Amazon. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce sera un peu long, mais on rejoint à peu près ce genre de choses. Même chose au niveau de la Californie, qui a son RGPD. On a ces principes, ils sont quasiment... c'est des lois fondamentales en réalité. C'est vraiment tellement des principes de respect de l'humanité, en fait, que c'est assez logique d'introduire ce genre de choses. Et donc on y va tout droit. On a des méta, des choses comme ça qui se disent, bon, on va moins gagner d'argent, donc ils résistent comme des malades. Mais à la fin, ça va leur tomber dessus, d'une façon ou d'une autre. C'est une question de temps, en réalité. Ouais. Alors, du coup, on a beaucoup parlé des algorithmes, de ces plateformes, et en fait le numérique responsable au sens sur l'aspect cognitif pour nous, êtres humains. Il y a aussi tout un aspect environnemental sur ces notions de technologie. Je sais que toi, tu as commencé à travailler dans le monde du BTP. Tu as eu beaucoup de contributions aussi sur la notion de la ville intelligente, la ville connectée, la ville de demain, enfin on peut l'appeler de plein de façons différentes. Est-ce que je trouve que c'est un bon segue en plus pour commencer à parler de cette notion environnementale. Est-ce que pour toi, la technologie dans le monde de la ville, c'est cette notion de ville intelligente, est-ce que pour toi, c'est des choses qui ont aujourd'hui une réalité pratique, des choses qu'on peut mettre en place, ou c'est encore, on a encore trop de vieilles villes et que c'est encore trop coûteux de mettre à jour ce genre d'environnement? Écoute, c'est un peu les deux. Je pense qu'il y a une quinzaine d'années, on parlait beaucoup de Smart City, mais la Smart City, c'était un truc complètement, entre guillemets, foireux, parce que l'idée, c'était de mettre des capteurs partout et de montrer la technologie. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est la vocation de la technologie, c'est de disparaître. Si aujourd'hui on a tous des iPhones, c'est parce qu'on a fait disparaître les lignes de code, en réalité. Qu'on a créé une interface graphique super sympa, qui fait que c'est intuitif et tout ça. On ne voit plus la technologie. Et donc, une bonne technologie est invisible. Et donc, dans la ville, c'est la même chose. Une bonne technologie, c'est un truc qui va synchroniser les flux de transport, par exemple, pour que tu rentres facilement dans la ville, tu sortes facilement de la ville, tu ne restes pas coincé dans un embouteillage, dans des transports publics, etc., sur ce genre de choses. Le truc qui, à mon avis, est la grande préoccupation dans les villes, c'est la gestion de différents flux, les flux de transport, les flux d'énergie, les flux de matière. Et donc, les flux de transport, c'est évidemment un très gros problème. En gros, on a 3 types de transport. On a les mobilités de masse pour la longue distance. On a des mobilités qui restent à inventer pour les distances intermédiaires, où là, moi, je crois pas mal à transport public autonome. Et puis, on a les mobilités douces pour les cœurs de ville sur ce genre de choses. Il faut arriver à faire des ponts entre ces 3 mobilités pour que ça fonctionne bien là-dessus. Et la technologie, notamment le machine learning, est remarquable pour faire ça. Et on peut accroître les taux d'usage de façon forte. Une voiture, c'est utilisé combien, d'après toi, de pourcents du temps ? Je crois que c'est 2%. Enfin, non, alors c'est un peu plus, c'est 7%. Mais donc 93% du temps, une voiture, ça sert à rien. Et quel est le taux de charge d'une voiture ? Il y a combien de gens en moyenne dans une voiture en Europe ? Je crois que la moyenne, on est à peine à plus de 1, je crois. Parce qu'en fait, la majorité des gens sont seuls dans leur voiture. 1.3. 1.3. Alors, pour te donner une idée, si tu passes à 1.5, en Europe, tu retires 15 millions de voitures, c'est l'équivalent de la Suède à peu près. Tu vois ? C'est juste si tu rajoutes un tout petit peu de taux de charge dans les voitures là-dessus. Et donc, tu as créé un système qui est absurde. Tu vois, tu déplaces 1,5 tonnes d'acier pour balader un pain de 3 personnes du temps. Et puis, cet acier, 97% du temps, il sert à rien. Donc, ce truc est, je pense qu'on peut le dire, débile et doit être réformé de façon extrêmement forte. Si nos auditeurs sont passionnés par les SUV, il faut bien se dire que c'est un dinosaure, un SUV. C'est un truc qui va rentrer dans l'histoire très rapidement et on ne pourra plus posséder ces trucs-là à moyen terme. Moi, ce que je crois pas mal, c'est qu'on va réussir à connecter le truc de proximité, c'est-à-dire le vélo connecté de cœur de ville, avec probablement de la mobilité de masse. Donc, je vais monter sur un train et puis j'arriverai quasiment jusqu'au quai avec mon truc de mobilité douce. Et puis, une fois que je serai arrivé dans mon territoire, je vais prendre une sorte de véhicule semi-collectif où j'aurai 8 places, qui sera un véhicule autonome et dont le taux de charge va être, plutôt que d'être de 7%, il sera de 30%. Et il ira jusqu'à chez moi. Et puis, j'aurai un abonnement premium ou au contraire entrée de gamme. En fonction de ça, j'aurai le droit d'avoir un véhicule en 3 minutes
ou un véhicule en une demi-heure en fonction de ce genre de choses. Alors ça, c'est une perspective probablement à 20 ou 30 ans, mais l'efficacité, le rapport énergie et le rapport matière, on en parlait tout à l'heure à l'égard du hardware, est tel que c'est quasiment incontournable de faire ce modèle. Oui, mais tu vois, il y a encore beaucoup de gens qui ont un sentiment de propriété vis-à-vis de leur voiture. C'est une extension de leur maison, c'est chez eux, c'est ma voiture, c'est chez moi. Et du coup, cette notion d'avoir une voiture partagée, Autoli, moi je trouvais que c'était un super projet, je trouvais ça génial en fait de me dire que j'ai plus besoin d'acheter une voiture sur Paris, je peux en prendre une au coin de la rue et compagnie. Il y a plein de services maintenant équivalents, il y a Ubico, Getaround et compagnie qui sont aussi très très pratiques. Mais je trouve que cette notion d'automobile partagée, elle est hyper sympa. Mais je sais que pour la très grande majorité des gens à travers le monde, la voiture, c'est encore c'est un symbole, c'est quelque chose d'important, quoi. Écoute, moi je pense que les usages dans le temps évoluent extrêmement vite et sont emportés en général par l'efficacité. C'est-à-dire que moi, si je te dis un foyer moyen en France, ça dépense aux alentours de 4 000 € par voiture, c'est beaucoup d'argent. Si je te dis je te transporte mieux pour 1 000 €, tu vas commencer par regarder sur ce truc-là et tu vas te dire finalement ça me coûte moins cher, c'est plus écologique, c'est disponible 100% du temps là-dessus. J'ai pas de discontinuité quand je vais en cœur de ville, alors que je me retrouve dans les embouteillages avec ma voiture pour faire ce genre de choses. Tu vas commencer à regarder. Auparavant, si tu veux, tu avais des chaises à porteurs, tu avais des chevaux, il fallait avoir des palefreniers, des maréchaux ferrants. Je sais pas combien ça coûtait rapporté au kilomètre, mais ce que je peux te dire, c'est que on faisait quelque chose comme 10 fois moins de kilomètres il y a seulement un siècle par habitant que on en fait aujourd'hui, parce que ça coûtait beaucoup, beaucoup plus cher. Donc ces usages vont évoluer de façon très forte. Il y a des gens qui ont un attachement à ta vie qu'à leur véhicule. Je suis désolé, on va devoir forcer ça, d'une certaine manière. Mais après, tu vois, la difficulté aussi que je perçois dans ce que tu projettes, c'est que nous, aujourd'hui, quand on veut mettre à jour une application, quand on veut créer un nouveau service, une nouvelle feature, ça va assez vite. On code le truc, on déploie et tout le monde y a accès. Tu vois, ces nouveaux usages d'automobile, ces notions de smart city, on a quand même une impression que tu as un ensemble d'infrastructures à mettre en place qui sont quand même hyper lourdes et que ça va prendre des décennies ou des années, peut-être à minima, pour que tout ça se mette en place. Ouais, ça, c'est clair. Je veux dire, avant, tu avais le monde du code et puis tu avais la vraie vie. Tu vois, ça a été vrai pendant 20, 30, 40 ans. Maintenant, le monde du code et la vraie vie ont complètement mergé. Le truc, c'est qu'effectivement, on a une sorte de... On parle de legacy technologique. Tu as aussi une legacy urbanistique. Et donc, on voit très bien qu'on va faire évoluer complètement la façon dont on bâtit. Je vais te donner un exemple qui s'appelle le co-living. Le truc qui explose dans le monde entier actuellement, c'est le co-living. Alors, le co-living, c'est quoi ? Imaginons que tu aies 1 000 € par mois à consacrer à ton loyer sur ce truc-là. Tu as deux façons de faire. Tu te dis, quand même, moi, j'aime bien avoir un peu d'espace, donc je vais aller en grande banlieue et je vais avoir droit à un F3 là-dessus. Mais comme je suis codeur et que je travaille à Paris, en fait, je vais en profiter pas beaucoup. J'en profiterai le week-end. Et puis, c'est quand même massivement vide parce que, en fait... je suis père de famille, mais je suis séparé, et donc j'ai mon gamin qui vient qu'une semaine sur 2. Et puis, tu as un truc qui est en train d'arriver, c'est, tu dis, je vais en co-living, j'ai une petite pièce à moi, le truc qui est vraiment mon cœur, c'est ma chambre. Ma chambre, elle fait 12 mètres carrés, c'est déjà pas mal là-dessus. Et puis, tout le reste, la salle à manger, la salle de sport, la salle de cinéma, la chambre d'amis, en fait, c'est à la carte. Tu vois, et c'est en permanence à la carte. Et ce truc-là, c'est pas de la science-fiction, ça existe et ça existe en masse, et c'est permis par la technologie. J'ai une app, et je dis, OK, où j'ai du NFC, j'arrive à la salle de sport, je ping le truc, ça me rajoute 5 € sur mon truc, et en fait, la chambre, je vais la louer 500 €, et tout le reste, c'est des services à la carte que je prends, ça va me coûter 1 000 € par mois, la même chose, sauf que c'est totalement flexible. Et que j'ai une qualité de service qui est énorme. C'est-à-dire que plutôt de regarder la télé sur un petit truc de 1 mètre de large, je la regarde sur un grand écran, tu vois, parce que je peux y aller quand je veux, accéder à un truc extraordinaire. J'ai une salle de sport de malade avec une piscine de 50 mètres. Et puis, quand j'ai des amis qui viennent, je les reçois dans un cadre qui est magnifique, une super chambre d'amis.
et une salle à manger très sympa. Je ne parle pas de science-fiction, je te parle de trucs qui existent, que j'ai documentés quand j'ai écrit mon bouquin. J'ai été stupéfait de voir ça. J'ajoute que il y a des exemples de co-living qui sont remarquables parce qu'ils ont construit ça en superposant des trucs pour personnes âgées et des trucs pour jeunes urbains, etc. Et ils disent, écoutez, si vous voulez gagner des points dans le co-living, vous allez faire un dîner avec une personne âgée. Alors tu vois, tu vas me dire, ok, c'est une société entre guillemets, de la coercition extrêmement forte, un peu comme TikTok sur ce genre de choses. Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est transparent, où les règles sont explicites, c'est bien de faire ce genre de choses. Donc, il y a trois types de choses. Il y a des activités culturelles collectives entre seniors et juniors. Il y a le fait de pousser à avoir des relations entre ces deux groupes. Et puis, il y a le fait d'avoir des services qui sont extrêmement élargis. Ça, c'est un opérateur néerlandais qui est en train de cartonner dans les pays scandinaves qui fait ça. Alors, j'entends avec le côté effectivement un petit peu coercitif de ce genre d'ajout de service. Mais je trouve que c'est difficile de le comparer à TikTok parce que tu as d'un côté quelque chose qui, entre guillemets, t'isole et t'incite en fait à passer de plus en plus de temps sur un appareil tout seul, à consommer des choses et qui ont un peu d'intérêt, versus t'inciter à créer du lien avec les gens qui vivent autour de toi. Il y a une externalité, pour reprendre ce que tu as évoqué, qui est pas la même, quoi. Je pense que le point, c'est est-ce que tu as de la transparence ou pas. C'est là où je voulais juste comparer à TikTok. C'est-à-dire que quand TikTok nudge les usages pour pousser les gens à faire des steams, la question, c'est est-ce qu'ils sont explicites sur le fait qu'ils le font ou pas. Tu vois, moi, je pense qu'on peut très bien te dire... je pense, par exemple, que TikTok te dit pas... voilà, notre algorithme, son objectif, c'est que tu passes 2h30 par jour en tant que jeune ado aux États-Unis sur le truc et que tu gâches ta vie, que tu deviennes obèse, que tu n'aies plus de relations sociales dans la vraie vie. TikTok, ils vont pas te dire ça. Mais ça, on devrait te le dire. On devrait imposer à TikTok de te le dire. Ouais. Est-ce que du coup, le co-living, ça existe en France, à Paris exclusivement encore ou... Écoute, moi j'ai rencontré le patron d'ICAD, qui est un des plus gros opérateurs de logement en France. On a eu une conversation passionnante sur le co-living. Il a dit, c'est mon focus du matin au soir. Je fais que ça. Ok. Donc ça va se... C'est en train d'exploser. Moi, j'ai un très bon copain, Thomas Landrin, qui vit dans un co-living et je vais le voir mardi prochain, je crois, on dîne ensemble. Et il m'a dit, tu vas voir, tu vas halluciner sur la qualité de service que j'ai là où je suis. Sur l'impact de l'IT de manière générale, alors on n'entend plus parler parce que l'IA a pris le double pas dans l'actu tech, mais pendant longtemps, on a eu la blockchain qui était la dernière techno à la mode, avec les NFT, les trucs, ça a été vendu comme étant le Web 3.0, l'avenir du web et compagnie. Mais on était sur des technos qui avaient quand même une consommation extrêmement forte. Est-ce que pour toi, on peut encore avoir cette... tu vois, comment est-ce qu'on prend en compte cette composante de consommation énergétique et d'impact énergétique ou d'impact écologique, même de manière plus globale, de la techno? Moi, j'ai toujours été réservé sur les blockchains, en tout cas pour la partie proof of work, parce que je trouve ça absurde, en fait. Je l'ai dit explicitement. Tu te fais bien attaquer, d'ailleurs, par les mecs du monde des cryptos qui sont franchement une secte, en réalité. Enfin, moi, je suis désolé pour nos auditeurs qui sont là-dedans, mais en 30 ans, j'ai jamais vu des gens aussi sectaires que cet univers-là, qui est complètement mystique, quoi. Je pense que Vitalik a en partie traité le système. Et surtout, moi, ma grande déception, c'est que en réalité, tout ce qui est smart contract, les usages en dehors des cryptos sont assez marginaux, alors que le potentiel extraordinaire, c'est de créer des systèmes décentralisés extrêmement puissants. C'est une vision politique très très forte. Voilà, mais on n'y est pas encore parce que justement, il faut s'interfacer avec la vraie vie et c'est là que c'est compliqué sur ce sujet. Maintenant, pour venir à la notion de consommation, je pense que c'est aussi un des freins qu'ont rencontré ces gens-là, c'est qu'on ne peut pas créer des fermes de minage complètement débiles au Kazakhstan et tout ça. Enfin, ce truc-là est nul et non avenu et a vocation à disparaître. Je préfère le dire assez franchement pour nos éditeurs qui pensent le contraire. Moi, je trouve que c'est absolument stupide et je ne changerai pas d'avis. Maintenant, je pense qu'on assiste quand même à une très très grande élégance des systèmes d'information. Un truc qui m'intéresse plus, c'est avec l'émergence du génératif, comment
les architectures des systèmes d'information vont évoluer. Je pense qu'on va rentrer vraiment dans ce qu'on appelle le edge, c'est-à-dire que je vais avoir un AI companion qui va être un système hybride, où je vais avoir une grande partie du traitement qui se fera en local, qui répliquera probablement mon modèle personnel pour des questions de sauvegarde sur un cloud, mais qui va interagir avec des... Typiquement, je dis à un système, écoute, je dis à mon AI personnel, mon AI compagnon, organise-moi les vacances pour dans 15 jours, il va faire des arbitrages avec l'AI de SNCF Connect, je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà, avec Airbnb, et il va faire des négociations en permanence. Et voilà, on est dans la théorie des jeux de Nash. Et là-dessus, il va m'optimiser ça. Il va me dire, écoute, dans 15 jours, quand même, c'est bien, mais ça va te coûter super cher. Je te propose de partir avec 4 jours de plus. Je te dégale tous tes rendez-vous dans ton agenda, en arbitrage avec tout le monde. Sur ce truc, ça va te coûter 2 fois moins cher, je vais te trouver des trucs 2 fois mieux, 2 fois plus personnels, etc. Ça, on est à 2 doigts d'arriver à ça, sur ce truc-là. Et ça va complètement repenser l'architecture de l'Internet là-dessus. Et je trouve ça juste génial de penser à ça, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, ça paraît effectivement... moi, je trouve ça effectivement génial de me dire que je peux avoir un compagnon comme ça qui fait autant de choses. Mais en même temps, si tu nous dis que il va y avoir plus de traitement local, donc ça veut dire au niveau de mon téléphone ou autre, ça veut dire qu'on va devoir avoir une mise à jour du parc technologique de ces assistants. Et donc ça veut dire encore la création de nouveaux équipements qui vont du coup avoir encore un impact. Ouais, c'est un peu comme la 5G, tu vois. On nous avait prédit une énorme bosse de consommation de hardware avec la 5G parce que tout le monde allait remplacer son téléphone. En réalité... tu suis un peu le même truc. Tu vois, moi, j'ai encore un téléphone 4G. Bon, le jour où ce truc-là se cassera, je passerai à la 5G. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et peut-être que le jour où ça se cassera, j'aurai un AI compagnon embeddé dans le truc dedans. Oui, mais alors, tu vois, pour le coup de la 5G, et on en parlait tout à l'heure aussi sur le... c'était sur quoi ? C'était quand on disait que les GAFAM ne nous écoutent pas tout le temps parce qu'on le verrait sur la chauffe. On a une spécificité française, c'est sur la qualité et le prix de nos réseaux télécoms. Ça nous coûte quand même pas cher, rien. que dalle. Et on a un excellent réseau. Ouais. Et quand tu vas aux US, la 4G, elle n'est pas autant déployée. Ouais. Et elle coûte extrêmement cher. La 5G, ouais. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la 4G aujourd'hui. Ouais. Et pour qui, du coup, la 5G est intéressante parce qu'en fait, c'est presque moins cher pour eux de passer sur la 5G que d'être sur la 4G. Et donc, je pense que on a une spécificité française et je crois qu'il y a, à part le Japon, je crois qu'on est vraiment les seuls à avoir ce genre de contexte où en fait on est en train un peu passer à côté de la révolution 5G parce qu'en fait on a déjà une 4G qui fonctionne très bien, qui est pas chère et compagnie. Dans la vision du régulateur, de l'ARCEP, l'idée c'est d'avoir de la fibre qui va jusqu'à la maison vraiment dans la majorité des cas. Et puis de boucher les trous avec de la 5G à moyen terme. Donc la roadmap est en train de s'écrire comme ça. Moi, je pense que, encore une fois, ce qui va permettre à cette roadmap de se faire, c'est la loi de Moore, c'est-à-dire le fait qu'à un moment, tu casses ton téléphone et puis tu as vraiment beaucoup mieux avec, en rachetant un téléphone là-dessus. Il n'y a plus du tout de croissance de la consommation des smartphones en France. C'est même plutôt en train de légèrement descendre. Donc on est arrivé en marché à maturité, donc c'est un marché de remplacement. Et c'est comme ça que ça va se passer à cet égard. Avec un petit passager clandestin dans la pièce qui est Elon Musk, qui a une offre satellitaire qui est quand même d'hyper bonne qualité pour 40 €. Je ne veux pas faire sa pub, mais je dois reconnaître qu'avoir du descendant à 80 mégabits... de très bonne qualité, ça met un peu de compétition dans le jeu, entre guillemets. Et sur ces compagnons d'IA, on a vu qu'il y a un projet là, qui est en train de se monter avec Sam Altman et Johnny Ive, ce genre de choses. Est-ce qu'on risque pas aussi d'avoir un nouvel équipement qui va s'ajouter à la panoplie de ce qu'on recharge tous les jours ? Bon, maintenant, je dois recharger ma montre, je dois recharger mon téléphone, je dois recharger mon ordinateur, je dois recharger... Non, je pense pas. Je pense que la question, c'est de saisir la voie, en réalité. Parce que il faut que tu saisisses tout ce qui se passe dans le smartphone. Donc, tu vas avoir une nouvelle API qui va aller se concentrer sur GPT, de toutes tes apps. Tu vas dire,
est-ce que je partage ma banque? Et en fait, tu vas le faire en réalité, parce que ça va être tellement puissant que tu vas le faire là-dessus. Et puis la voix en plus, parce que le jour où c'est capable de comprendre, de suivre toutes nos conversations, c'est déjà le cas, hein, tu vois la qualité de la reconnaissance vocale de ChatGPT, moi je trouve que c'est quand même, je pense que c'est la meilleure en réalité. Ça manque rien, quoi, tu vois, je sais pas si toi... Ah oui, tu me l'as dit tout à l'heure, tu le fais pour l'émission. Je commence à travailler sur un truc de transcript. Voilà. J'utilise Whisper. J'ai testé plein de trucs, voice-to-text différentes, sur des épisodes du podcast. Et on a quand même un langage assez spécifique entre deux, qui est hyper technique. Il y a plein de buzzwords. Et ça marchait jamais. Et j'ai testé Whisper, ça marche nickel. Whisper est sur GPT ? Ouais. Ouais, ok. Ouais. C'est OpenAI. Ouais, donc voilà. Donc tu vois, donc on est vraiment à 2 doigts de le faire, ce truc-là. La question, c'est, tu vois, c'est une bonne question. La question, c'est comment tu fais des architectures élégantes. C'est-à-dire que si on est tous en flux de stream en permanence sur GPT central, ça marche pas, quoi, tu vois. Donc tu vas avoir probablement des espèces de... des gens qui vont... je sais pas très bien comment ça va se structurer là-dessus, mais tu vas avoir des CDN, entre guillemets, locaux, qui vont gérer du calcul ou du pré-calcul pour GPT, des Akamai, tu vois, qui vont apparaître là-dessus. Il y a peut-être une boîte à monter là-dessus. D'ailleurs. Après, il y a aussi peut-être Apple qui a préparé le terrain en ayant leur processeur qui intègre un réseau de neurones dans le processeur. Du GPU spécifique pour faire du pré-traitement de ce genre de choses. C'est très possible que ce soit... Je suis pas assez spécialisé là-dedans pour regarder ça, mais ça aura une vraie logique, quoi. Ouais. Pour terminer, c'est ce que j'évoquais un peu en introduction. Moi, d'un côté, je suis aligné avec le côté de se dire la technologie, c'est des choses qui vont nous permettre d'avancer et de progresser sur ces sujets-là. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est aussi un peu une réponse de technologiste, de considérer que la techno est forcément la solution, alors que peut-être pas forcément. Et notamment parce que la techno est aussi en partie responsable du problème. Et je sais plus qui est-ce qui disait qu'on ne peut pas résoudre un problème avec les mêmes mécanismes ou les mêmes mentalités qui ont créé le problème. Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas... Alors, je ne dis pas qu'il faut faire de la décroissance ou revenir à l'âge de pierre et ce genre de choses, mais peut-être qu'il nous manque un truc aujourd'hui qui n'a pas été encore trouvé ou imaginé. Et je ne sais pas si le dev, si la techno, si c'est vraiment la réponse à tous ces challenges qui sont... même plus devant nous, c'est quasiment... c'est sur nous, quoi. Écoute, d'abord, je trouve ça super sain de réfléchir contre soi, tu vois. Je pense que c'est nécessaire de se dire, est-ce que je suis pas en train de m'embarquer dans un truc complètement débile ? Moi, j'ai cette réflexion dans 2 aspects de ma vie qui sont importants pour moi. C'est la méditation. Je fais 1 à 2 heures de méditation par jour, tu vois. Et régulièrement, j'ai des moments un peu de bliss, quoi, où je me dis, mais waouh, ça c'est tu vois, j'ai l'impression de passer dans un monde où je vis en couleur en réalité, et où je me dis, mais je suis tout le temps en noir et blanc, et en fait la technologie sert à rien, quoi, dans ce truc-là. Et puis j'ai la même chose quand je fais des randos dans la nature, mais qui sont d'ailleurs de plus en plus difficiles à faire, parce que pour que ça fonctionne, pour que j'ai vraiment une connexion à la nature, il faut que j'aille de plus en plus dans des endroits sauvages qui sont difficiles à trouver. Donc moi, en France, mon endroit préféré, c'est les Cévennes, où je suis assez souvent. Mais où, effectivement, je me dis, tu vois, et souvent, je pense au monde pré-civilisationnel, c'est-à-dire il y a plus de 7 ou 8 000 ans. Et je pense que les gens avaient... la vie était forcément beaucoup, beaucoup plus dure, puisqu'on mourait à 25 ans, tu vois, on avait 25 ans d'espérance de durée de vie. Mais je pense aussi qu'ils avaient un niveau d'intensité de la vie qui était très différent d'une autre. C'est ma quasi-conviction. Et c'est notamment la méditation qui m'a amené à croire ça. Tu vois, sur ce genre de choses. Je pense qu'on rate 99% de notre vie, tu vois, parce qu'on ne se rend pas compte de la capacité d'intensité qu'on est capable d'avoir en général. Et on est un peu comme dans la caverne de Platon, tu vois. On a un tout petit bout du spectre... par rapport à ce que l'on peut faire. Donc je te rejoins vachement là-dessus, et j'aimerais beaucoup que en fait on ait des technologies qui soient aussi des technologies d'émancipation. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui réfléchissent à comment est-ce que on peut prendre des signaux cognitifs
et détecter ce que moi j'appelle les patterns du désespoir. C'est-à-dire le fait que tu penses toujours à la même chose en boucle et que ça devient obsessionnel. Comment on casse ces boucles-là? Comment on te met sur un truc qui est plus d'épanouissement sur ce genre de choses? Les technologies sont très souvent des technologies d'asservissement. On parlait de TikTok, etc., des dark patterns. Tu vois, c'est parce qu'il y a du consumérisme, il y a tout un tas d'intérêts qui sont des intérêts particuliers à cet égard. Je pense qu'il y a toute une voie technologique, un très grand champ, qui sont des technologies cognitives, qui seraient capables de t'aider à t'épanouir. Et on en est au début, c'est un champ qui est totalement inexploré. Mais c'est ce que tu évoquais aussi un petit peu avec ce AI Companion, c'est qu'il y a quand même aussi une partie de servitude volontaire laissée à ces IA. C'est toujours cette ambivalence de dire, effectivement, je me laisse guider, diriger par cette IA qui prend des décisions à ma place, mais en même temps, ça me laisse une liberté, ça me laisse du temps, ça me permet de me consacrer à d'autres choses, donc ça me laisse potentiellement aussi de liberté ailleurs. Ouais, c'est sûr. Mais imagine que tu es une IA qui te dise écoute, fais cet exercice et ça t'évitera de renforcer ton pattern maniaco-dépressif. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais il n'y a aucune raison de ne pas penser que ça n'ait pas de valeur, quoi. Tu vois, tu peux avoir une IA psychiatre, une IA psychanalyste, franchement, moi je serais psychanalyste aujourd'hui, je me poserais des questions. Hein. Ouais. Tu vois, le potentiel du truc est potentiellement très très élevé, quoi. Carrément. Dans le chat, on nous dit ça rejoint ce qu'a pu dire le créateur de C++ dans une interview en répondant à la question « Que donneriez-vous comme conseil à des devs ?» Il aurait répondu « Ne faites pas que du code, sortez, dessinez, lisez, méditez, sortez des écrans et de la logique. » Attends, C++, c'est Unix, c'est les deux gars là, comment ils s'appelaient j'ai pas les noms en tête. Peut-être que Nico, tu pourras nous les retrouver dans le chat. Les mecs géniaux là, les deux barbus là. Ok, je pense qu'ils vont nous ressortir ça, mais ouais, parce que c'était des hippies ces mecs-là, c'était des mecs. Si tu veux, moi, c'est ce que je te raconte dans mon dernier bouquin, Comment Dieu les hippies, la science ont inventé Internet, c'est qu'il y a eu toute une vague des années 60-70 où les gens qui développaient la technologie avaient une vision hyper transcendante du monde. C'est-à-dire qu'ils allaient en Inde, ils allaient dans des ashrams, et ils étaient très spiritualistes. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les mecs sont super matérialistes, leur référence, c'est Peter Thiel, c'est des trucs super durs, quoi. Et moi, j'espère que on va revenir à une dynamique qui est plus émancipatrice que ça ne l'est aujourd'hui. Ouais. Très intéressant tout ça. Merci beaucoup Gilles pour cette discussion. J'aurais deux dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast FTTD. Alors j'ai pas pensé à te préparer sur ces questions-là, donc tu vas les découvrir en live. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu ou quelque chose que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Ça peut être un livre, une série, un film, quelque chose de tech ou de non-tech. Ça peut être une chaîne YouTube, une chaîne TikTok, ça peut être vraiment ce que tu veux. Écoute, là tu me prends un peu au dépourvu, mais je vais te dire, mon livre préféré, c'est... zut, j'ai oublié son nom, c'est horrible. Ça me revient pas. Si ça me revient, je vais te dire. Un contenu que j'aime beaucoup, qu'est-ce que je peux te dire à cet égard? Là, tu me prends un peu au dépourvu. Qu'est-ce que je peux recommander de lire? Sinon, ce que tu fais, c'est qu'on retrouvera ton livre après l'enregistrement et on pourra le mettre dans les notes du podcast. Et comme ça, les gens l'auront quand même. Moi, je peux te dire, en gros, les trucs que je lis pour que les gens sachent où je vais chercher mon info, parce qu'on me demande souvent ça. Je lis beaucoup le New York Times, beaucoup le FT, beaucoup Wired. Ça, c'est mes sources. Dans la partie hardware, je lis E-Times, qui est... une sorte de truc qui vit tout ce qui existe dans le hardware. C'est passionnant sur les GPU, les nouvelles architectures ARM, etc. Voilà, là-dessus. Et puis, j'ai 3-4 boucles WhatsApp de gens qui sont dans le domaine de l'IA aux États-Unis, en Europe, que je suis aussi pas mal. Ok. La dernière question, elle est un peu plus technique. Je sais pas, t'as été amené, toi, à dev dans ta vie? Ah tiens, voilà, le bouquin que je recommande vraiment, c'est Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Je le dis parce qu'avec les problèmes qu'il y a actuellement en Israël, je trouve que ce bouquin est assez extraordinaire pour comprendre la montée de l'antisémitisme en Europe, etc. Et c'est un bouquin que j'ai dû offrir, à mon avis, au moins une quinzaine de fois
tellement je le trouve extraordinaire dans son narratif. Ok. Eh bien, écoute, on retrouvera le lien, on le mettra en description, bien évidemment. Et donc, la dernière question, est-ce que toi, tu as été amené à dev dans ta vie ou pas pour la dernière question ? Est-ce que j'ai déjà dev ? Ouais. Ouais, moi j'ai fait, alors plus maintenant, mais quand j'étais gamin, j'ai fait pas mal de code. Ok. Là, du coup, en fait, la question rituelle du podcast que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Ah, je suis plutôt espace, Plutôt espace, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Gilles, pour cette discussion. Merci. Et merci à tous d'avoir participé à ce live, d'avoir écouté cet épisode aussi sur un format un peu plus long et un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais c'était top. Merci encore, Gilles, de nous consacrer un peu de temps et de nous partager tout ça. Je vous remercie toujours de partager ce podcast autour de vous. Un truc simple que vous pouvez faire si vous avez envie de donner un petit coup de boost à ce podcast, c'est bien évidemment de le partager autour de vous, ou juste de mettre un commentaire, 5 étoiles, et un petit message sur votre plateforme de podcast préféré. Et en plus, du coup, moi, je les vois tous, et je vous fais un petit shoot-out après sur le prochain enregistrement. Donc, merci à tous de partager tout ça. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, DEV, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires.